Nous sommes le 6 novembre 1990 à Novocherkassk, en Russie. Il est 22h15. Andrei Chikatilo traverse lentement la gare, son manteau sombre collé à son corps par la pluie. Il marche sans hâte, les yeux fixés sur une jeune fille isolée près du quai numéro 3. Elle attend le dernier train pour Rostov, une valise posée à ses pieds. Il s'arrête à quelques mètres, feignant d'ajuster son chapeau, puis s'avance doucement, la voix basse, presque rassurante. Il lui parle d'un raccourci, d'un bus plus rapide, d'un abri pour attendre. Elle hésite, regarde autour, ne voit personne. Alors il sourit, ce sourire raide et contraint que plusieurs témoins décriront plus tard, et elle finit par le suivre vers le bois qui borde la voie. Quelques heures plus tard, au lever du jour, un agent de la milice remarque des traces dans la boue, des empreintes d'hommes et de femmes qui s'enfoncent dans la forêt avant de s'interrompre brusquement. Il s'arrête, regarde autour, puis appelle du renfort. Les jours suivants, la disparition est signalée. Le nom de la fille s'ajoute à une longue liste de disparus dans la région de Rostov. Les enquêteurs locaux, déjà épuisés par des années d'affaires semblables, reconnaissent aussitôt la signature. Une disparition près d'une gare, un horaire tardif, aucune témoin direct, toujours la même zone boisée. Depuis 1978, les dossiers s'empilent, les noms changent, les méthodes varient à peine. Le major Fetisov, chargé de la cellule spéciale, serre les poings lorsqu'il découvre la localisation du dernier incident. Il ordonne aussitôt la fouille complète des environs, mais la pluie a effacé presque tout. Seules restent quelques fibres de tissu, une tache sombre sur une feuille, et ce silence qu'ils connaissent qu'au trop bien. Pendant ce temps, Chikatilo retourne à son usine de Rostov, reprend son poste d'ingénieur, parle à ses collègues avec cette politesse gênée qui le fait passer pour un homme inoffensif. Il plaisante même à la cantine, les lunettes légèrement embuées. Personne ne soupçonne qu'il a déjà commis plus de 50 meurtres. Un mois plus tard, la tension monte. Le ministère envoie des renforts du KGB pour assister la milice locale. Les agents passent les archives en revue, alignent les cartes, tracent des lignes rouges entre les gares, les bois et les fossés. Un schéma se dessine, précis, circulaire, presque méthodique. Toutes les victimes ont disparu dans un rayon de 50 km autour de Rostov. Fetisov fixe la carte et murmure simplement « Il revient toujours là ». Alors commence la surveillance continue des gares. Des agents déguisés en voyageurs, des femmes infiltrées comme appâts, des patrouilles silencieuses dans les trains de nuit. Chikatilo, sans le savoir, marche au milieu d'eux. Il sent parfois qu'on le regarde, accélère le pas, puis se rassure. Il croit qu'il a encore ce pouvoir d'effacement qui l'a protégé pendant 12 ans. Pourtant, le 6 novembre, un policier en civil le remarque à la gare de Novocherkassk. Il parle à une fillette, la main trop proche de son bras, puis s'écarte lorsqu'un homme s'approche. Le policier note son comportement, son allure nerveuse, et son nom. Andrei Romanovitch Chikatilo. Le lendemain, un rapport tombe sur le bureau de Fetisov. Le suspect est ancien membre du parti, licencié d'une école pour inconduite, vivant seul, sans casier judiciaire. Rien de suffisant pour une arrestation, mais assez pour une surveillance discrète. 2 hommes suivent Chikatilo jour et nuit. Ils le voient acheter des bonbons, s'asseoir dans les trains de banlieue, aborder des femmes, puis changer brusquement d'itinéraire dès qu'il se sait observé. Il joue au chat et à la souris avec eux, feint l'indifférence, mais ses gestes trahissent une agitation croissante. Il écrit sans cesse sur un petit carnet, note des horaires, des lieux, des noms. Un soir, les agents le perdent de vue quelques minutes. Lorsqu'ils le retrouvent, il sort du bois, essoufflé, la chemise tachée. Il ne trouve rien sur lui, mais Fetisov décide de frapper avant qu'il disparaisse à nouveau. Le 20 novembre 1990, Chikatilo est arrêté sur le quai de la gare de Rostov, le visage neutre, sans résistance. Il demande calmement la raison, puis sourit en entendant « suspicion de meurtre ». Pendant les premiers jours d'interrogatoire, il nie tout. Il parle lentement, se dit victime d'une machination, évoque sa vie difficile, son passé de professeur. Les enquêteurs restent impassibles. L'un d'eux, l'inspecteur Burakov, le regarde longuement avant de lui dire « Vous savez pourquoi vous êtes ici ?» Le silence s'installe. Puis, peu à peu, Chikatilo commence à parler, d'abord d'un incident, puis d'un autre.
Les mots se bousculent, les dates s'enchaînent. Il cite des lieux, des prénoms, des détails que seul l'auteur pouvait connaître. Il explique comment il choisissait les gares, comment il repérait les plus vulnérables, comment il s'effaçait ensuite dans la foule. Les agents notent tout, parfois sans lever les yeux. À la fin du 3e jour, il admet 53 meurtres. Bourakov le fixe, puis dit simplement « Vous vous souvenez de celle de Novocherkassk ?» Chikatilo hoche lentement la tête. Le procès s'ouvre en avril 1992 à Rostov-sur-le-Don. La salle est pleine, la presse étrangère s'y entasse. Chikatilo, assis derrière une cage métallique, parle sans émotion, répond aux questions avec précision. Ses gestes sont lents, presque professoraux. Lorsqu'il décrit les faits, plusieurs proches de victimes se lèvent, crient, pleurent. Il reste impassible, parfois même sourit, comme s'il observait une scène étrangère. Le juge interrompt plusieurs fois pour rappeler l'ordre. Les psychiatres confirment sa responsabilité pénale. Les preuves matérielles s'accumulent, fibres, témoins, aveux concordants. Après des semaines d'audience, le verdict tombe. Coupable de 52 meurtres, condamné à mort. 2 ans plus tard, la sentence est exécutée à Moscou, d'une balle dans la nuque, sans cérémonie et sans dernière parole.